Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a participé du 19 au 20 novembre 2015 aux travaux du deuxième sommet ordinaire du G5 Sahel à N'Djamena, au Tchad. La question de la sécurité et du développement au Sahel était au cœur de cette rencontre de haut niveau. Suivons nos envoyés spéciaux Mamadou Seydou et Moumouni Gado. Jeudi 19 novembre 2015, le président de la République Issoufou Mahamadou arrive à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena où l'attendait son homologue tchadien Idriss Déby Itno à la passerelle du Mont Greboun. Les deux chefs d'État reçoivent les honneurs militaires. Commandant de troupes, ce bâton Bonaparte Apollinaire. Son Excellence. Le président de la République Issoufou Mahamadou et son homologue tchadien se retrouvent ensuite dans le salon d'honneur de l'aéroport pour un premier entretien en tête-à-tête. Dans la soirée, les chefs d'État nigériens, maliens, mauritaniens et burkinabés se rendent au palais du 15 janvier pour un banquet offert à leur honneur par le président Idriss Déby Itno. Occasion pour les 5 dirigeants d'échanger déjà sur les sujets à l'ordre du jour de leur deuxième sommet ordinaire. Sommet dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la matinée du vendredi 20 novembre 2015, toujours dans les locaux du palais du 15 janvier de N'Djamena. Le déroulement de cette séance connaîtra néanmoins un bémol avec l'annonce de la nouvelle faisant état d'une prise d'otage en cours à Bamako au Mali. Par la voix du président Idriss Déby, les chefs d'État du G5 Sahel ont séance tenante condamné cet acte terroriste perpétré au moment même où les dirigeants du G5 sont réunis pour parler de la sécurité dans l'espace sahélien. Au nom de maître ici, et je tiens à condamner de la manière la plus ferme possible cet acte barbare. Acte barbare qui n'a aucun lien avec la religion. En même temps, tout notre soutien, sans faille et sous toutes ses formes, à notre frère le président Ibeka, au peuple malien tout entier. Après cette intervention du président tchadien au nom de ses pairs du G5, la cérémonie d'ouverture du sommet reprend son cours normal avec une série d'interventions. Des représentants des organisations internationales comme l'ONU, l'Union européenne ont tour à tour adressé des messages de soutien aux pays du G5 Sahel et réaffirmé leur engagement à contribuer à la réalisation des projets initiés par le G5 Sahel. Son Excellence, Monsieur. Après les messages des invités spéciaux, c'est le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz qui a procédé au lancement des travaux de ce deuxième sommet ordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. Dans son discours, il a d'abord dressé le bilan des activités menées au cours de son mandat. Aujourd'hui, moins d'un an après, force est de constater que notre jeune organisation est déjà pleinement sur les rails. L'ensemble des instruments normatifs et institutionnels que nous avons conçus ensemble sont à présent opérationnels. Le cadre juridique régissant l'organisation et le fonctionnement du G5 est intégralement en vigueur.
Le secrétariat permanent, structure de coordination technique du G5, a été mis en place à Nouakchott et doté des ressources humaines et matérielles nécessaires à son action. En liaison avec nos États membres et les partenaires au développement, cette structure s'active déjà à la mise en œuvre de l'ambitieux programme d'investissement prioritaire qui constitue la traduction opérationnelle de notre stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel. À toutes les forces vives de notre région, en particulier notre jeunesse, à s'impliquer pleinement dans cette œuvre capitale pour l'avenir de notre région. J'invite tous les acteurs et l'ensemble de nos partenaires à soutenir davantage et à appuyer efficacement la réalisation de nos objectifs dont l'importance est indiscutable, non seulement pour le Sahel, mais pour l'Afrique et pour le monde également. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où je transmets à mon frère et ami son Excellence, c'est le président Idriss Déby Itno, la responsabilité de présider aux destinées de notre chère organisation, j'exprime aussi ma pleine conviction qu'il saura, avec sa sagesse et son leadership, approfondir. Qu'il saura, avec sa sagesse et son leadership, approfondir et amplifier les acquis du G5 et donner une impulsion nouvelle à notre action commune. Au terme des échanges à huis clos entre les dirigeants du G5 Sahel, un communiqué final a sanctionné la fin des travaux. Dans ce communiqué lu par le secrétaire permanent du G5 Sahel, Najib Mohamed, les chefs d'État du Niger, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Burkina Faso ont entre autres décidé de la création d'une école régionale de guerre du G5 qui entrera en fonction dès 2016 en Mauritanie. La création d'une force conjointe du G5 Sahel, la création d'une compagnie aérienne régionale pour les dessertes entre les pays du G5 Sahel, la construction d'une ligne de chemin de fer reliant la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Les dirigeants du G5 Sahel instruisent les ministres de tutelle à prendre les dispositions pour la finalisation de la stratégie de développement et de sécurité et l'actualisation du programme d'investissement prioritaire en vue de leur adoption au cours du premier trimestre 2016. Formuler en urgence des projets structurants dans les secteurs des infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques et dans le domaine agricole. Organiser dans les meilleurs délais une table ronde des bailleurs de fonds en vue du financement du programme d'investissement prioritaire. Les chefs d'État du G5 s'engagent également à s'investir pour le bien-être des jeunes et instruisent les ministres en charge de la jeunesse à mettre en œuvre des projets intégrés allant dans ce sens. Dans son discours de clôture de ce sommet, le président entrant de la conférence des chefs d'État du G5, le président tchadien Idriss Déby, s'est dit satisfait des décisions prises au cours de la présente rencontre. Permettez-moi de féliciter ici le président de la République islamique de Mauritanie, mon frère et ami Mohamed Ould Abdelaziz, pour le remarquable travail qu'il a accompli à la tête de notre organisation. Grâce aux efforts soutenus déployés, il a incontestablement fait avancer notre nombre de dossiers majeurs qui ont permis de jeter avec succès les bases de notre organisation qui est le G5 Sahel. C'est dans cet élan que je vais inscrire mon action pour accomplir la mission combien exaltante qui vient de m'être confiée. Au cours de nos intenses mais fructueuses séances de travail qui se sont déroulées dans une atmosphère empreinte de fraternité et de convivialité, nous avons examiné, sans complaisance aucune, les décisions qui nous ont soumises
par le Conseil des ministres. De l'impératif de mutualisation rapide de nos moyens pour faire face aux menaces terroristes, à la nécessaire création des conditions d'emploi en faveur des jeunes, rien n'a été laissé au hasard. Monsieur le chef d'État et chers frères, au moment où notre institution grandit, dans un contexte où nombre de nos États amorcent leur développement, le péril terroriste, malheureusement, prend une ampleur inquiétante, obligeant chacun à reléguer au second plan toutes les autres priorités. Des terroristes de tout poil, mais aussi des narcotrafiquants et des passeurs, des immigrants, sème la désolation dans la sous-région, contraignant nos États à consacrer l'essentiel de leurs ressources tant humaines que financières à la lutte. Il va donc sans dire que le développement, une raison d'être du G5 Sahel a pris un coup. Les terroristes, bien qu'affaiblis, gardent toujours une capacité de nuisance certaine. Mais pour autant, nous n'allons pas nous détourner de nos objectifs. En marge de ce sommet, le président de la République Issoufou Mahamadou a reçu en audience le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des affaires politiques, Jeffrey Feltman. C'est un honneur pour moi de rencontrer avec son Excellence le président de la République. Nous allons discuter l'importance de cette réunion, la réunion du G5 Sahel, et l'importance de la coopération entre le G5 Sahel et les Nations Unies pour combattre la pauvreté, pour combattre l'extrémisme et le terrorisme. Nous avons discuté quand même, en même temps, les élections prochaines dans votre pays. C'était un très bon entretien avec son Excellence, Monsieur le Président. Merci. Le chef de l'État a également reçu la sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires africaines, Madame Visa Williams. Avant de quitter la capitale tchadienne, le président de la République Issoufou Mahamadou a visité le poste de commandement de la force multinationale mixte. Le chef de l'État les a encouragés dans leur noble mission de lutte contre le terrorisme. Vous avez, vous qui êtes chargé de réaliser l'objectif militaire, vous avez le soutien de tous les gouvernements des 5 pays qui ont décidé d'engager la force mixte multinationale dans cette bataille. Le soutien du Cameroun, le soutien du Nigeria, le soutien du Tchad, du Niger et du Bénin. Mais en plus du soutien des gouvernements, vous avez le soutien des peuples de ces différents pays. Et on ne peut pas vaincre les peuples. C'est pour cela que je suis convaincu qu'ensemble, vous en tant qu'armée, nous en tant que gouvernement et le peuple, ensemble, nous vaincrons, Inch'Allah, Boko Haram. Ce n'est plus une question de temps, peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, nous ferons mordre la poussière à Boko Haram et nous allons débarrasser nos peuples définitivement de cette gangrène. Je suis là pour voir l'état d'avancement de la mise en place de l'état-major et de la force mixte multinationale. Il y a quelques instants, l'adjoint à la force mixte m'a fait un peu un exposé sur l'avancement de la bouge en place. Je vois que les choses progressent. Il y a encore des difficultés. Ces difficultés doivent être surmontées et j'espère que la force sera bientôt opérationnelle et que sur le terrain, nous allons définitivement finir avec Boko Haram. Je vous remercie, je vous encourage et je félicite d'avance pour votre support. Congratulations. En quittant la capitale
occidentale tchadienne, le président Issoufou Mahamadou a été raccompagné jusqu'à la passerelle du Mont Gliboun par son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Et suite de ce journal avec ce message du président de la République et chef de l'État, Issoufou Mahamadou, à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Le message est ainsi libellé. Cher président, chers frères, le terrorisme djihadiste vient de se manifester une fois de plus au Radisson Blu Hotel de Bamako à travers l'attaque de la prise d'otage de ce vendredi 20 novembre 2015 qui s'est malheureusement soldée par la mort d'une vingtaine de personnes innocentes. Le Niger condamne de la manière la plus forte ces actes ignobles qui sont en marge de toute forme de civilisation et surtout en marge de la religion musulmane dont se réclament les auteurs. Les considérables efforts engagés par le gouvernement du Mali pour consolider la paix, promouvoir la réconciliation nationale et améliorer les conditions de vie des Maliens sont pour le Niger et j'en suis convaincu pour l'ensemble des pays de notre sous-région des bases propices à l'affirmation d'une nation stable et prospère qui jouera pleinement le rôle qui est le sien dans l'approfondissement du processus d'intégration qui mobilise aujourd'hui nos gouvernements. Le Niger reste plus que jamais solidaire des actions légitimes du peuple malien contre la barbarie et l'obscurantisme et réaffirme son engagement dans le partenariat solide qui le lie au Mali et aux partenaires du Mali à ce sujet. En vous renouvelant l'expression de la solidarité du Niger au Mali et tout en félicitant les forces de défense et de sécurité maliennes pour leur travail dans le dénouement de cette prise d'otage, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération signée le Président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie et des finances, Seydou Sidibé, a répondu ce samedi à une interpellation du Premier ministre relative à la gestion des contrats de partenariat public-privé par 14 députés de l'opposition. Les débats ont été houleux, mais au finish, il a permis d'éclairer l'opinion publique sur l'importance des partenariats public-privé, la rigueur requise avec laquelle le gouvernement les conduit. Gérard Abdelaziz. Un seul point était à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale en ce samedi 21 novembre 2015. Il s'agit de l'interpellation du gouvernement relative à la gestion des contrats de partenariat public-privé CPPP par 14 députés de l'opposition. Le gouvernement s'est-il conformé à l'article 11 de l'ordonnance sur le régime général des PPP qui fait obligation de publier au journal officiel un extrait du contrat? 2. Le régime fiscal, financier et comptable spécifique au CPP et d'après l'article 28 de l'ordonnance précitée est fixé par la loi. Cette loi existe-t-elle? Sinon, sur quel régime ont été passés les contrats en cours? 3. Le seuil minimal des investissements requis pour les CPP est au terme de l'ordonnance visée fixée par décret adopté en Conseil des ministres. Cette prescription légale a-t-elle été respectée? 4. Combien de CPP ont été signés à ce jour? Quelles en sont les échéances, les montants en termes d'investissement et d'exonération des droits? 5. Quel est l'impact des CPP sur l'encours de la dette publique au Niger? C'est le ministre de l'économie et des finances, Seydou Sidibé, qui a été chargé de répondre à cette interpellation du gouvernement. Dans un exposé clair, précis et concis qui a duré une vingtaine de minutes, il va apporter les éclaircissements nécessaires aux honorables parlementaires. En conclusion, il me paraît évident qu'il n'y a pas de vide juridique en matière de contrat de partenariat public-privé. De même, le traitement des dossiers est conduit avec toute la rigueur requise dans le respect des prescriptions des lois et règlements de la République. Le volume des investissements en cours, plus de 1000 milliards en 4 ans, montre la pertinence du dispositif de partenariat public-privé. Le recours à ces financements innovants constitue un levier très important dans la réalisation des projets structurants comme le chemin de fer, les routes, l'hydraulique, l'électricité et toute infrastructure de services d'utilité publique. Enfin, Monsieur le Président, le gouvernement compte exploiter toutes les opportunités d'investissement au profit du développement de notre pays et du bien-être des populations nigériennes. Je vous remercie.
Malgré cette ovation reçue par le ministre de l'économie et des finances à l'issue de son intervention, les débats vont être houleux. Ce qui va nécessiter deux reprises de parole par celle Sidibé pour répondre aux préoccupations des uns et des autres. Le partenariat public-privé est une condition pour le programme, dans le cadre du programme de Renaissance, parce que nous savions que pour exécuter des grandes infrastructures, pour aller vite dans le rattrapage de retard très important que nous avons enregistré dans tous les domaines de la vie économique et sociale, il fallait trouver de nouvelles formes de financement, pas que nous inventons, mais qui existent ailleurs. En France, c'est une pratique qui existait depuis une trentaine d'années, et dans d'autres pays aussi, ça existait depuis bien longtemps. Nous n'avons pas inventé, mais nous l'avons adapté très rapidement pour pouvoir aller vite. C'est parce que nous avons cette loi que le programme de construction du chemin de fer a abouti rapidement. Autrement, je crois que ceux qui ont géré le pouvoir savent qu'il n'y a pas un seul partenaire qui a donné pour un projet 100 milliards de francs CFA. On ne l'aurait jamais réalisé si on n'avait pas ce type de financement. Nous sommes absolument d'accord. Et j'ai dit nous avons pris l'engagement pour que la représentation nationale soit mieux informée sur les contrats de partenariat public-privé. Je pense que si nous le faisons, si nous avons introduit ce concept, c'est vraiment pour son aspect positif, pour son aspect qui va nous permettre d'accélérer les investissements structurants pour accélérer le développement économique et social. Nous sommes d'accord pour mieux échanger, mieux informer. Il n'y a pas de... Je voudrais le confirmer ici. Il faut noter que le caractère houleux des débats de ce samedi à l'hémicycle a permis aux honorables députés et certainement au grand public d'appréhender la pertinence du recours par les autorités de la 7e République au contrat de partenariat public-privé C3P pour pouvoir réaliser dans des délais meilleurs certains grands chantiers pour le mieux-être des populations nigériennes. Réunion extraordinaire ce matin du Conseil national de dialogue politique CNDP sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. À l'ordre du jour de cette séance, l'examen des travaux du comité de travail chargé de l'élaboration du projet de règlement intérieur du CNDP. Des précisions avec Moustapha Tino. Cette séance extraordinaire du Conseil national de dialogue politique CNDP est d'une importance capitale car elle vise à doter cette institution pour la première fois depuis sa création en 2004 d'un règlement intérieur. Ce matin, en l'absence des partis politiques de l'opposition qui, faute d'accord sur l'ordre du jour, n'ont pas voulu prendre part à cette réunion, les partis politiques membres de la majorité et les non-affiliés ont examiné article par article et apporté des amendements au projet de règlement intérieur du CNDP soumis par un comité de travail, d'où la satisfaction du Premier ministre. Nous venons d'échanger sur le projet qui nous a été présenté par le comité qui a été mis en place à cet effet, qui a fait du bon travail. Vous l'avez amendé, vous l'avez en tout cas examiné en profondeur et amendé, mais nous ne sommes pas arrivés à l'étape d'adoption. C'est vrai que nous souhaitons que l'ensemble des partis politiques participent effectivement à l'enrichissement et aux amendements de ce règlement intérieur. C'est pourquoi nous avons différé son adoption jusqu'à ce qu'il soit donné à l'opposition qui n'a pas jugé utile d'être présente aujourd'hui l'opportunité de faire ses observations et d'enrichir, d'apporter donc sa contribution à l'élaboration de ces documents importants. Au vu de l'importance numérique et qualitative des partis non affiliés, la réunion du CNDP a proposé l'élaboration des statuts des partis politiques non affiliés au même titre que ceux de la majorité et de l'opposition.